Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables mémoralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous avez passé une bonne semaine. Vous êtes en forme? Yes, nous on est en forme en vrai. Franchement, ça fait 2 mois qu'on a quitté nos jobs, c'est trop bien. Ça y est, là je trouve que c'est trop bien. Genre, au début j'étais là, fatiguée, et en fait non, c'est bon. C'est vrai que toi t'as vraiment bonne mine et tout le monde te le dit. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment cool. Cette semaine, il s'est pas passé trop de dingueries, Dieu merci. Ouais, franchement, souvent c'est un peu calme. On a eu quand même une bonne nouvelle dans notre parc IMO. On espère que la semaine prochaine, on a d'autres bonnes nouvelles qui se déclenchent, c'est-à-dire des mises en location, etc. Mais voilà. On commence à te parler boom anecdote, comme ça on vous raconte un peu ce qui s'est passé pour nous. On a récupéré les clés de l'appartement de l'arrêté d'insalubrité. Oui. Et ça, c'est une grande victoire. Dont on tease l'épisode depuis des mois et des mois et des mois. Je pense que là, ça va bientôt arriver parce que j'attends juste qu'on ait fini les problématiques administratives pour vous donner le fin mot de l'histoire, parce que je trouve que ça serait dommage de vous raconter cette histoire de fou du début à la fin sans vous donner vraiment la conclusion finale. Et je pense que là, c'est une question de 15 jours. Donc, on espère vous le faire bientôt. Mais en tout cas, sachez que ça a été vraiment le pire problème qu'on a eu depuis qu'on a commencé l'immobilier. Et là, étant donné qu'on a récupéré les clés hier, du coup là on enregistre ce podcast le dimanche, on a repris l'habitude d'être un peu à l'arrache et d'enregistrer la veille, mais voilà, on a récupéré les clés hier matin et vraiment ça sonne la fin je pense que notre plus gros caillou dans la chaussure qui nous faisait bien boiter depuis 6 mois. C'était compliqué avec la locataire dans l'appartement, parce que là maintenant l'arrêté d'insalubrité, on vous le réexpliquera, mais il était infondé, et là en fait on va le faire lever parce qu'elle est plus dedans. Donc il y a quand même une petite semaine là de travaux qui nous attendent. Ouais, c'est exactement, j'étais en train de me dire. On va passer la semaine à peindre, mais on a déjà fait des millions de fois. Donc, Tout à fait, parce que pour vous dire, du coup, ça sera le deuxième arbitrage qu'on fera de notre parc immobilier depuis qu'on a commencé. On va vendre cet appartement et là, on va juste donner un coup de peinture et refaire un sol pour que l'appart soit un peu plus sexy pour les visites. Et c'est vrai que tout à l'heure, on était du coup en train de récupérer, de refaire dans le tri de nos pinceaux et compagnie qu'on a utilisé il y a déjà moins d'un mois pour les bureaux, on vous en avait parlé, et dans ma tête j'ai eu le même où ça fait every shit again, exactement. Et exact. Donc bon, écoute, ça nous prendra un peu de temps cette semaine, mais au moins une fois que ce sera fait on sera. Mais tu sais, en plus je te regardais fouiller dans les pinceaux et les pots de peinture, je me disais vas-y, tous les investisseurs, je suis sûr ils ont ça, genre un espèce d'endroit où tu gardes tout ton bordel de travaux, un grand tiroir. Ouais, on essaie de le garder rangé à chaque fois, mais c'est vrai que à la vache, je me dis bon, encore on va refaire des peintures, mais franchement je pense que ça ira plus vite que le bureau qu'on a. Surtout que là vraiment c'est pour vendre, donc on s'en fout quoi de faire un truc vraiment nickel de chez nickel. On veut juste que voilà, c'est que là aujourd'hui l'appart en vrai il était un peu vétuste et puis c'est surtout qu'il fait un peu sale, donc en réalité on va mettre un coup de propre. Il est sale. On va mettre un coup de propre et même si c'est pas les plus belles peintures qu'on a jamais vues, on va pas se mettre 3 couches etc. On va vraiment faire ça histoire que en tout cas les personnes qui visitent elles ont l'impression que voilà, c'est un appart ok où il y aura peut-être un petit rafraîchissement de plus à faire, mais pas plus. Moi je l'ai trouvé ok, hein. En fait je l'ai trouvé avec parce que moi du coup je ne l'avais jamais vu ce truc, cet appartement là, c'est le premier bien que Julien a acheté et on l'a avant qu'on se rencontre en fait, donc du coup je l'ai jamais vu. Là je l'ai vu aujourd'hui et franchement je m'attendais à tellement pire. Forcément on a mangé un arrêté d'insalubrité avec 15 milliards de points qui allaient pas. Au final franchement en fait on a déjà vu pire, donc mais largement, mais en fait on a récupéré des appartements pire que ça quoi. Ça sent bon, il fait chaud, y a rien qui est cassé, juste voilà, les peintures sont anciennes, le papier peint se décolle, le sol est un peu abîmé. Juste comme les locataires à chaque fois que c'est par exemple la dame qui était là, elle est maintenant partie dans le parc social du coup, et en fait
c'est pas de la, comment on appelle ça, ce qu'on peut dire de l'amalgame, j'en sais rien. Mais effectivement, quand c'est un peu des gens précaires, bah, c'est souvent comme ça, où moi je trouve que c'est jamais propre, en fait. Oui, Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dégradées et c'est pas, de la faute du propriétaire c'est ou ça. quoi, c'est juste eux qui ont Et pas puis quand, fait quand ils pris vous soin disent des qu'ils choses. entretiennent, en fait, c'est du mauvais entretien dans le sens qu'un exemple tout bête, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de mettre un coup de peinture dans je ne sais plus quelle pièce. Et en fait, en mettant le coup de peinture, bah, tu vois que ça a été fait vraiment à l'arrache. Il y a Ouais, des il y a des grosses traces au taches au plafond. plafond. Il y a des taches de peinture qui ont séché sur la fenêtre, tu vois, mais pas sur le bord de la fenêtre, vraiment Ouais, au juste milieu de la fenêtre, tu vois. une bavure Euh, sur le carreau et Ils ils l'ont pas ont, nettoyé. par exemple, les bouches de VMC, ça se nettoie parce que forcément, à un moment donné, t'as de la poussière qui s'accumule. Et par exemple, dans la bouche de VMC, ils ont mis un coup de peinture dedans. Donc forcément, la bouche de VMC est un petit peu obstruée par la peinture qui a séché à l'intérieur. Et en fait, ils ont voulu mettre un coup de peinture dessus parce qu'il y a de la poussière, alors qu'en fait, c'était pas de la peinture qu'il fallait mettre, c'était C'est juste un coup la d'aspi, quoi. défixer, un coup Ouais, d'aspi et un coup de chiffon et c'était réglé, quoi. c'est ça. Donc c'est souvent maintenant des problèmes qu'on a déjà vus, mais c'est vrai que quand vous aurez le fin mot de cette histoire, retenez que vraiment c'est absolument pas le pire appartement qu'on a récupéré. Ah C'est non, pour ça que toute cette histoire n'a vraiment aucun sens. Mais bon, bref, là on est très content. En plus, c'est un crédit où il nous reste quasiment rien sur le prêt. On va non, récupérer plus de 90% du prix de vente de l'appartement c'est ça. en trésor, donc ça va nous remettre à flot et ça va nous permettre de repartir sur autre chose après. Donc Ça, on est c'était, content, c'est vraiment une ouais, très bonne nouvelle. c'est la bonne nouvelle. Et du coup, la semaine prochaine, on va faire un peu de peinture, un peu de collage de lames de PVC. De toute manière, on fait pas des gros travaux parce que quoi qu'il arrive, que ce soit un investisseur qui nous l'achète ou quelqu'un pour sa RP, je pense que de toute manière, il va falloir refaire des travaux, enfin, pour que ce soit un peu plus moderne. Il y a une cloison à péter. Enfin, je pense que c'est obvious, tu vois, qu'il Oui. faut faire des travaux. Pareil, il y a pas vraiment de cuisine. Elle est partie avec ses meubles de cuisine, si j'ai bien compris. Oui, mais enfin, de toute façon, les trois meubles de cuisine qui restent, je vais les enlever. Donc, en réalité, Donc, de toute manière, il y a quand même il y a un une petit cuisine peu de après. travaux à faire et ça sert à rien du coup qu'on mette un énorme Ouais. budget, juste qu'il faut qu'on fasse du flux. Donc, faire des peintures propres et Et le sol. un sol propre. Donc ça, c'était la bonne nouvelle de la semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Mais il y a eu Trump vs Zelensky. Ah ouais, non, je m'en remets pas. J'espère que vous l'avez vu à la Maison Blanche, parce que je pense qu'on a vécu un des moments les plus what the fuck en géopolitique. Je pense qu'on verra de notre vivant. Ah mais le Zelensky, il a pété les plombs. D'ailleurs, l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, elle C'est était beau au se bout de mettre. sa vie. Il a insulté le vice-président, je crois, en Non, plus non, de ça. oui, après ça je sais pas, parce que le problème c'est toujours pareil, aujourd'hui avec les vidéos, avec l'IA et compagnie, tu sais jamais si c'est vrai, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je sais pas, il a Ah, marmonné quelque chose, tu vois, et il y en a qui ont pensé qu'il avait dit une insulte en ukrainien à je me dis, l'encontre il du est pas aussi fou vice-président. quand même, ouais, Oui, mais... puis le problème c'est que vraiment aujourd'hui, moi je me méfie un petit peu des images et de ces trucs d'analyse, parce que tu peux vite modifier le son et modifier un peu ce que t'as vu, Non, mais avec les IA, on fait plein de trucs, parce que du coup, moi, je suis tombée une vidéo sur ou se l'entretien bagarrer. où il se bagarre, tu vois, où Trump, il pète un plomb et tout, et Ouais, c'est bien fait. Bon, ça se voit que c'est une ouais, IA, ouais, mais ouais. c'est bien fait. Non, mais moi, ce que je retiens, parce que bon, ça c'est la partie un peu drôle, mais ce qu'il faut franchement retenir, c'est que quand même Trump remet au milieu de la scène que, enfin voilà, les États-Unis c'est la première puissance mondiale dans Ouais, tous les domaines, c'était et ça. qu'en fait c'est eux qui décident, et que Exactement. particulièrement dans le cas de l'Ukraine, où je sais pas moi, si en fait si l'Ukraine faisait la guerre à la Russie toute seule dans son coin, à la limite Trump, qu'est-ce qu'il aurait un peu à dire à l'Ukraine? Là, la réalité c'est que l'Ukraine tient parce que les États-Unis On ont voit mis des sous, ouais. 350 milliards dans cette histoire. Lui maintenant il est en mode bon ça suffit les conneries, il y a déjà eu je ne sais combien de centaines de milliers de morts et de centaines de milliards dépensés là-dedans. Maintenant, on s'arrête. Et je veux dire, le truc de l'Ukraine va pouvoir négocier en position de force. Non, l'Ukraine, le seul moment où elle pouvait négocier en position de force, c'était en avril 2022, quand la Russie s'était foirée sur son premier plan d'invasion. Après, c'était sûr que ça finirait mal, quoi. Donc, c'est un peu ce qu'il a essayé de dire à l'autre. Et Zelensky, comme depuis un an, il est partout comme l'homme de l'année. Quand il fait la figure du Times, il va un peu partout pour chercher de l'argent, des armes pour sa guerre, où c'est un peu comme la guerre 5 de l'Occident contre le méchant ogre russe, c'est un peu comme ça qu'il le vend. Là forcément quand on tombe devant un mec qui a une cohérence de businessman, de se dire en fait non, à un moment donné c'est pas rentable, ça peut pas bien finir. On siffle la fin de la partie. C'est sûr que l'accord de paix, il sera pas hyper bien pour l'Ukraine, mais en fait, à un moment donné, il faut juste voir la vérité en face. On peut pas faire mieux, donc c'est comme ça. Et c'est vrai que ça donnait un grand moment de un grand moment de télévision, quoi, en tout cas. C'est vrai que vraiment, tu l'as dit, mais ce qu'on retient de ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est les Américains qui décident de tout. D'ailleurs, Macron,
il baisse pas la culotte, mais en fait, Pas maintenant, loin. il prend plus parti, tu vois. Ouais. Alors qu'avant, il défendait Zelensky corps et âme. Maintenant, il est là en mode, Oui, il est plus oh. mesuré dans ses tweets, Ouais, ça, c'est voilà, sûr. c'est ça. Donc, Mais c'est surtout une giga gifle pour l'Europe, quoi. Parce que la bah, parce réalité, c'est qu'en plus, que, dans cette histoire, l'Europe a toujours été plus vindicative que même la diplomatie américaine. Et bah là, en fait, ils se retrouvent un peu tout seuls, sauf qu'en fait, tout seuls, ils mettent pas assez 2 milliards chaque année dans leur industrie de défense, déjà juste pour que les armées européennes tiennent un minimum la route. Et du coup, ils peuvent pas juste soutenir l'effort de guerre ukrainien tout seul, quoi. c'est clair. Donc, un grand moment. J'étais choquée, en fait. Je me suis dit, mais Ouais. ça s'est vraiment passé comme ça? Ouais. Et en fait, ouais, et puis, vraiment, Trump, il déconne pas, je trouve. Ah Enfin, ouais, tu sais, ouais. il s'en branle, en fait. C'est ça. C'est un peu l'archétype de l'américain qu'on a vraiment rien à branler, tu Ouais, vois. ouais, Genre, c'est il est sûr. là, C'est sûr, shut c'est sûr. up, tu vois. Et puis c'est surtout qu'il y a eu des moments du style où vraiment Trump était en mode c'est le professeur d'école qu'à un moment donné en plus je trouve que la scène est tellement parce que tu sais Trump il est plus âgé, il est plus grand que Il a Zelensky, quel âge? il a 78 ans Trump. Ouais, j'allais dire, il a pas loin de 80 ans, en vrai. Et Zelensky Il je a plus pense rien qu'il à doit foutre. quoi, il doit avoir 45, je pense qu'il doit être pas très loin de l'âge de Macron en vrai. Et ou peut-être de tout début de tout début de cinquantaine dans ces eaux-là. Et du coup, il y a vraiment le moment où en plus il est un peu plus petit que lui, où il baisse la tête, où il a les mains regroupées et Trump, il a vraiment le doigt en avant, tu sais presque en train attends, je vais t'apprendre la vie, je vais t'expliquer comment ça se passe, tu vois. Don't move, kid. Exactement. Donc voilà, c'était un peu la news de la C'était un semaine. peu la news de la semaine. Et aussi, on a peut-être des micro-sujets, mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de potes qui sont partis vivre à l'étranger. Alors, je sais pas, peut-être c'est un peu dans notre classe d'âge et peut-être milieu social. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui partent à l'étranger et à chaque fois, quand on les voit, ce qui reviennent, c'est que, ils reviendraient pas. Ouais. C'est fou. Alors que nous, on habite quand même dans une région de France où c'est agréable, il fait beau, du soleil. En fait, je pense on l'a déjà dit, mais on vit vers Montpellier. Et c'est vrai qu'en fait, on vit à l'année là où beaucoup de gens partent en vacances l'été. Exactement. Par la Vince les flots, tout ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce qui revient, c'est que vraiment, les gens ailleurs sont plus polis. Travailler, c'est plus agréable. Les salaires sont Plus élevé à beaucoup l'étranger. plus élevés à l'étranger. Et c'est vrai que peut-être que nous, du coup, c'est parce qu'on a arrêté de travailler et on est un peu moins en mode expatriation parce que du coup, on subit beaucoup moins, on sort pas beaucoup en ce moment, j'avoue. À part aller au sport et gérer l'IMO, on fait pas énormément de choses. Et c'est vrai que quand t'es un peu dans une bulle protégée, tu te rends un peu moins compte que dans les restaurants, ça va pas. Tu vois, dans la rue, tu vas te faire agresser. Ouais. Tu vois. Que de manière générale, en plus, par exemple, là justement, les amis dont on parle, on les a vus ce week-end, ils vivent en Suisse, et c'est vrai que par exemple en Suisse, il y a un fichier des mauvais payeurs, et c'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, si t'es prélevé de ton abonnement de salle de sport, tu peux pas faire un refus de prélèvement parce que du coup, ça va rester sur ton fichier, et que ce fichier-là, tu dois le donner pour trouver un travail, pour prendre un logement. Ouais. Pareil pour les locataires, ça rentre aussi sur ce fichier-là. Donc en fait, tout est certes beaucoup plus contrôlé, mais dans un sens, du coup, les gens sont plus respectueux, t'as moins d'arnaques, moins de fraude. Et c'est vrai que nous, on a de plus en plus l'impression de vivre qu'on t'arnaque en permanence, quoi. Et c'est vrai que eux reviennent, ils te disent, en fait, certes, ouais, ça nous manque un peu parce qu'on a grandi ici, on a notre cercle proche de famille et d'amis qui sont ici, mais en fait, effectivement, pour un autre monde, on reviendrait vivre ici, quoi. Ouais. Et alors, je pense que du coup, la qualité de vie en France, elle se dégrade vraiment beaucoup. Et vite. Parce qu'en vrai, tu dis il y a 10 ans, il y a 10 ans, ça allait. C'était pas parfait, il y a déjà des problèmes, tu vois. Mais c'est vrai que c'était pas autant qu'aujourd'hui, quoi. On avait fait un épisode, je crois, sur l'expatriation. Ouais, on l'a fait, ouais, mais il y a quoi, il y a 6 mois, je crois. Il y a 6 mois, donc là, notre avis a pas spécialement changé. Non. On fera un épisode si jamais ça évolue. Je te jure. Voilà. Donc, ouais, on se pose un peu la question, la vie à l'étranger, etc. Je pense que nous, on n'a pas pris notre claque encore de constater l'écart de vie qu'il y a. Sauf quand on voyage, par exemple, un truc tout con, par exemple, Berlin. Pourtant, c'est vraiment pas une ville... elle est toute neuve en soi, il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a moins d'histoire, quoi. Il y a moins d'histoire et Berlin, quand je pareil. dis d'histoire, je parle de bâtiments qui ont tenu, parce que l'histoire, il y en a, mais je veux dire, leurs bâtiments sont récents, parce que la ville avait été rasée à 90% après la fin de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Par exemple, Berlin, moi, je m'attendais à rien et j'ai pas été déçue, tu vois. Donc, alors qu'en vrai, c'est une ville, il fait froid à Berlin. Franchement, on y était quand en août. Il faisait pas si chaud. Ah, si, il faisait chaud. Parce qu'en plus, il y avait la clim nulle part. Moi, je m'en souviens. Ouais, mais je veux dire, par rapport à chez nous, c'est tenable. Oui, non, mais c'est sûr. Et puis, il fait beaucoup plus froid l'hiver, ça, c'est sûr. Et en vrai, on mangeait mieux, tout était moins cher, c'était propre, ça craignait pas.
bien, promenez-vous à Montpellier, c'est pas la même. Donc ouais, un peu de questions sur la vie ailleurs et je pense qu'aussi 2025 là, pour l'instant on bouge pas trop, mais on va pas tarder un petit peu à voyager et voir ce qui se fait ailleurs en termes de qualité de vie. On vous Parfait. invite à faire de même d'ailleurs, voir un peu ce qui se passe ailleurs. T'avais des questions ou on aborde le sujet du jour? Je ne sais plus. On peut aborder le sujet du jour. Allez, on attaque. En plus, petit sujet Ça, aujourd'hui c'est un sujet qui tient change. à cœur à Julien, qui Ouais. l'a jamais recommandé à ses clients en banque. Ouais, ben c'est ça. En fait, vous allez avoir à la fois un peu retour sur l'expérience du banquier et en plus, ce qui m'a donné un peu l'idée de ce sujet, c'est que faut savoir que je déteste les pubs YouTube. Sur l'ordinateur, j'ai heureusement des bloqueurs de publicité qui marchent assez bien, mais quand je regarde une vidéo sur le téléphone, Ah oui, à chaque fois, c'est un sujet. et en fait, je veux forcément, par le biais de nos recherches, du podcast, nos activités, etc., j'ai souvent des trucs par rapport à l'épargne, par rapport aux crypto, par rapport à la bourse, etc. Même que ce soit des coachés qu'on a ou juste des amis avec qui on en a parlé, souvent ça leur est proposé en plus le thème du sujet du jour quand on parle banque. Tu vois, c'est Oui, quand même vachement oui, mis en avant. tout à Donc, fait. Et là, j'ai eu en fait une pub la dernière fois qui disait oui, votre épargne pollue autant que votre consommation annuelle. Et en gros, il était, je me souviens d'une pub encore pour, j'ai même pas été au bout, mais en fait, ça allumait une alarme dans mon cerveau, tu vois. Et je me suis dit, ouh, putain, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde parce que en vrai, il y a un vrai scam autour de l'épargne durable et c'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui parce que c'est un truc qui est un peu à la mode et en plus, je trouve que ça se retrouve beaucoup chez notre génération qui s'intéresse petit à petit à son épargne, à l'investissement, qui certes entend la question, tu vois, du réchauffement climatique, de la transition c'est écologique, très important toutes ces pour moi, problématiques-là qui sont certes importantes, mais en réalité ils vont se faire avoir par ces histoires de l'épargne durable, d'investir dans les bons fonds, etc. Donc c'est un peu ce qu'on va dégrossir aujourd'hui, d'expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi vous devez vous en méfier. Et si vous voulez prendre des choix utiles pour votre épargne, comment vous devez faire. Exactement. Bah déjà, on parle de quoi quand on parle de fonds durables ou d'épargne durable? Il y a deux critères, non? Non, c'est en fait c'est un peu De là normes, encore. je sais plus comment on Oui, appelle en fait ça. c'est des normes et là encore c'est pour compliquer un peu tout, c'est qu'on parle souvent de label ESG ou Ouais, IFR. ouais. Il faut savoir que c'est quasiment la même chose. Donc ESG c'est économie sociale et gouvernementale et ISR là j'aurais plus l'abréviation, c'est en anglais mais grosso modo c'est quasiment la même chose. En gros, ça va être des fonds. Investissement socialement responsable, ouais, je l'ai. Voilà, merci. Je suis Et fact-checké. ouais, voilà. Merci de m'aider là-dessus parce que je l'avais plus. Et grosso modo, c'est des labels qui ont été créés, je sais pas, ça doit dater d'une petite dizaine d'années. Ça a venu un peu avec ce qu'on appelle un peu vulgairement le greenwashing. Donc le fait dans la finance d'essayer d'orienter l'argent vers des fonds qui vont être économiquement, écologiquement, socialement plus responsables. Donc en gros d'éviter d'envoyer l'argent dans les activités qui sont considérées comme mal. Donc l'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon, les entreprises qui feraient pas des bons investissements, je sais pas, on peut imaginer aux entreprises d'armement par exemple, et d'essayer de réorienter vers des entreprises qui sont mieux. Mais d'ailleurs, je sais pas trop si t'as déjà été confronté à ça, genre par exemple des youtubeurs, des influenceurs qui font la pub de ce genre de choses, tu vois, genre des banques qui se revendiquent écolo, etc. et du coup qui placent leurs sous, enfin quand tu ouvres l'épargne, etc., qui replacent du coup ces sous-là dans ces Soit disant fonds-là. là-dessus, mais tout à fait, ça fait partie de ce qu'on va aborder Ouais. aujourd'hui dans l'épisode parce que justement il y a beaucoup d'argent là-dedans et comme tu dis ils font de la pub parce qu'encore une fois c'est rentable et on en revient toujours, c'est quand c'est gratuit c'est vous le produit et que si forcément vous avez un produit d'appel qui vous encourage à aller vers quelque chose, naturellement essayez toujours d'être un petit peu méfiant ou en tout cas de le remettre en question parce que souvent la réalité est souvent fausse par rapport à ce qu'il y a derrière. Est-ce que c'est déjà très européen, je pense, en vrai. Je suis pas sûre que dans les autres continents, ce soit aussi... J'ai l'impression que l'Europe le met vachement en avant. Alors, ça c'est vrai, Parce qu'on a des c'est-à-dire que normes. grosso modo tu retrouves ça dans tout le monde occidental principalement, donc t'en trouves aux États-Unis, t'en trouves un petit peu en Asie aussi, mais c'est vrai qu'en Europe c'est très poussé par l'Union européenne, sachant que on est quand même sur un des continents où les capitaux sont le plus contrôlés, et quand je parle de contrôle, je parle de la manière dont la Commission européenne et les États derrière essayent
De d'orienter manipuler, l'épargne. ouais. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui reviennent souvent, hein. En France, je sais pas, au moins tous les 3 mois, vous avez une grosse news qui tombe avec un ministre qui sort toujours une énormité du style l'immobilier, c'est de l'épargne improductive, ou à l'inverse, les Français ont X milliards sur le livret A, on va les prendre et mieux les faire travailler. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est des annonces qui sont d'un point de vue économique complètement stupides, parce qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche la finance. C'est pas t'as de l'argent sur le livret A et en fait, il faut imaginer le livret A que c'est un coffre avec des lingots, et qu'en fait, oui, c'est vrai, on va prendre ces lingots, on va aller les dépenser pour investir dans je ne sais pas quoi, alors qu'en réalité, l'économie, c'est un flux de transfert d'argent en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu mets dans le livret A, ça fait la liquidité d'une banque. Une banque, ça lui permet de faire ses propres investissements, de prêter à des épargnants. Et donc, c'est pas aussi simple que de dire on va prendre l'argent dans la poche de A pour l'investir dans l'entreprise de B. Tu vois, c'est pas du tout comme ça que fonctionne le système financier. On en revient toujours à la même logique, c'est qu'on est dans un système capitaliste. Tu peux dire que c'est bien, tu peux dire que c'est mal. Si tu veux que ça fonctionne autrement, faut changer de système. Mais tant qu'on est là-dedans, en réalité, il y a des choses que tu ne peux pas faire et des énormités que tu ne peux pas dire, particulièrement quand tu es ministre. Mais du coup, là, j'ai fait un peu cette parenthèse pour revenir au fait que, effectivement, on est sur un continent où on aime bien diriger l'épargne des gens, particulièrement ce qu'on appelle le petit épargnant. Alors, nous, on en fait partie. Grosso modo, le petit épargnant, c'est... C'est 100 000 Ouf, ouais, moi je jusqu'à classerais 500, le petit épargnant jusqu'à 10 500. millions de cash à peu près. Ok, ouais. Bon, wow, quand même. Ben oui, sauf qu'en réalité, quand t'as 10 millions de cash, t'es encore sur les petits placements, tu vois. Genre grosso modo, 10 millions de cash, c'est à peu près les clients que j'avais en banque privée. Au-dessus, tu passes en général dans les family office, et là, c'est des logiques d'investissement qui sont un peu différentes. T'as aussi accès à des produits qui sont un peu différents. Alors c'est vrai qu'en dessous de 10 millions de cash, tu peux déjà avoir des trucs pas mal, mais grosso modo, c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde qui va avoir entre 0 et 1 million de cash, souvent c'est lui qu'on classe comme le petit épargnant. Et du coup, les gouvernements travaillent quand même d'une manière générale avec les banques. Donc elles ont les gouvernements, ils ont tout intérêt à mettre une certaine pression sur ce genre de placement, non? Parce qu'au final, chaque banque a son fonds d'investissement. Je sais pas, chez Crédit Agricole, c'est Amundi. Je dois avoir BlackRock aussi. Oui, chez Ils ont tous des fonds et je me doute bien qu'au bout d'un moment, quand tu arrives en haut de la pyramide, il y a un petit intérêt en haut que tout le monde coopère, tu vois. Exactement, mais du coup c'est bien, c'est déjà de comprendre le pourquoi. on avance un peu là-dessus. Effectivement, il y a Lyxor chez Société Générale qui nous fait aussi la même chose. Et effectivement, l'intérêt, il faut bien se dire que c'est pas tant un intérêt, il y a pas on sauve la planète, quoi, si. Alors, je sais pas, je pense que si, quand même, il y a quand même un il y a fond cet de intérêt-là, réalité, mais ouais. encore une fois, il est fait de la mauvaise manière. C'est-à-dire que la personne qui a inventé ça, je pense que le mec qui s'est dit, OK, on va essayer maintenant d'investir de manière durable et écologique. Je pense qu'il était, tu sais, L'idée de base était bonne, quoi. Non, mais souvent ce qu'on dit, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu Ouais. vois. Donc, en fait, ça partait d'une bonne intention. Le problème, c'est que derrière, pourquoi est-ce que c'est poussé par les banques? Parce que c'est rentable. C'est-à-dire que ces fonds-là ont en général des frais de gestion qui sont plus élevés, pour en plus des fonds qui vont grosso modo être la même chose que les fonds qui n'y sont pas. Parce que pareil, c'est déjà le premier truc qu'on va démonter dans le problème de ces labels-là, c'est qu'en fait, la manière dont sont fixés les critères pour estimer si une entreprise est ESG ou pas sont assez fallacieux. Un exemple tout bête, c'est que vous allez avoir des entreprises pétrolières comme Total Energy, comme Chevron, ExxonMobil, qui vont faire partie des fonds ESG. Pourquoi? Parce que l'entreprise, elle a mis 1% du total de la masse monétaire qui transite par ses comptes chaque année dans des panneaux solaires, je ne sais où, tu vois. Ça, c'est tout le problème des normes, je trouve, parce que du coup, une norme qualité ou quoi, tu mets le critère que tu veux, tu vois, même s'il a pas tout à fait du sens, et du coup, ça te donne la norme. Et après, tout le monde a une bonne opinion de la norme, alors qu'au final, si on s'y intéresse un peu plus, il y a plein de trucs qui vont pas dans la classification de la norme, tu vois. Et ça, c'est vrai que ça, c'est fou, vraiment, ça me fascine toujours autant, tu vois. Complètement, sachant qu'encore une fois, t'as certes la partie écologie d'un côté qui, je pense, est la plus importante et la plus représentatif, parce que pour le coup, quand je vais te citer un peu l'autre partie de ce que tu as dans l'ESG, c'est vraiment la partie qui est vraiment importante, parce que l'autre partie de ce que tu as dans les labels ESG et ISR, c'est un peu tout ce qui est social et gouvernance, solidarité. Donc on revient un petit peu dans le wokisme, tu vois, dans mettre des comités d'éthique dans les entreprises, de vérifier l'inclusivité de je ne sais qui ou de je ne sais quoi dans la manière dont dans la boîte ils vont être perçus, en adaptant les espaces pour que tu aies des toilettes femmes, des toilettes hommes, autres, tu vois. Mais
qu'une boîte veut faire ça. En soi, c'est le capitalisme, c'est l'argent, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Enfin, franchement, c'est comme chacun fait ce qu'il veut dans sa boîte. C'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que tu prends ce critère-là pour estimer que cette entreprise-là est mieux qu'une autre. Oui. Est-ce que c'est pas du capital de connivence? Je te coupe, mais ou je confonds le mot. Ouais, non. Tu sais, quand non, tu dis que ça. Le capitalisme de connivence, c'est un peu différent. Le capitalisme de connivence, c'est quand plutôt tu aides une entreprise à avoir une certaine place. Ça peut s'apparenter, mais pour le coup, je mélangerai pas les deux notions. Ouais. Ok. C'est vraiment, donc ça, c'est un peu la deuxième facette de ce que vous avez derrière les labels ESG, ISR. Et encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qu'une entreprise, je sais pas moi, tu prends parmi les boîtes les plus pollueuses sur la planète, tu prends les compagnies pétrolières, tu prends Total, s'ils font un comité d'éthique et de responsabilité de leur personnel, bah déjà ça c'est quelque chose qui est vachement bien, qui va faire monter leur note ESG, qui fait que s'ils dépassent peut-être 50 ou 60 ou 70 de note ESG, il va être inclus dans tel ou tel fonds. Et d'ailleurs, elles ont je pense qu'au bout d'un moment, elles ont l'obligation de la faire par rapport à leur taille, etc. Par exemple, en France, c'est très normé tout ça. Tu prends des amendes, par exemple, si, je sais pas, là je parle surtout pour les connaissances sociales que j'ai, tu vois, par exemple, si t'as pas tant de personnes handicapées dans ton équipe, t'as une amende, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que factuellement, oui, t'as sont déjà normés. voilà, t'as des choses qui sont déjà pénalisées, et tout ça les pousse de toute manière, économiquement, au bout d'un moment, à, justement, créer ces comités-là, etc., pour pouvoir rentrer dans les normes. En fait, tout est déjà poussé pour qu'ils rentrent dans ce genre de normes. Et pour moi, l'exemple le plus flagrant de à quel point c'est pas logique, c'est que maintenant vous prenez Tesla. Forcément, Tesla, c'est Elon Musk. Ouais. Elon Musk, lui, il a mauvaise note. Hein. Ça lui parle pas. Lui, il se fait pas voir par tout ça. Il s'en fout complètement. Du coup, Tesla ne fait pas partie des indices ESG. C'est fou ça, alors que c'est une entreprise ultra valorisée. Qui est ultra valorisée, qui est quand même, on va dire, un des leaders sur la voiture électrique. Alors après, est-ce que la voiture électrique, c'est vraiment une solution en termes d'écologie? Tu vois, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, si tu considères que tu prends, je sais pas moi, si une entreprise commence à fabriquer des voitures électriques et que tu considères que c'est bien pour tes critères ESG, Tesla doit en faire partie parce que c'est parmi en termes de... comme la Zoé, comme... Enfin, tu vois, du coup, faut la comparer à sa classe... Non mais ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que ça, ce n'est pas un critère qui fait partie des ESG et qui fait que Tesla n'en est pas, alors que pourtant, pour moi, c'est une entreprise qui devrait être incontournable si tu parlais de ces critères-là. Ok, ouais. Donc c'est pour ça que t'en reviens à la fin des fins à te dire, mais attends, ces critères ils sont un peu flous, tu les manipules facilement, et effectivement, c'est-à-dire qu'en gros ça n'a pas vraiment de fond tangible là-dedans. C'est-à-dire que par exemple moi j'aurais trouvé moins problématique les fonds ESG et ou ISR si par exemple tu mettais un quota de d'émissions de carbone par an par exemple, et tu pouvais le définir je sais pas par le nombre de services proposés ou par rapport à la valeur ajoutée de l'entreprise. Tu aurais pu imaginer ce critère-là. Le problème c'est que tu retombais dans comment tu fais concrètement pour estimer la consommation de carbone d'une boîte, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi je le voyais avant, j'étais au Crédit Agricole, on avait tout un service de gens donc encore une fois, quand toi tu rencontres les clients et que c'est toi qui fais vivre la boîte, tu te demandes à quoi ces gens servent. C'est-à-dire qu'ils viennent, en fait ils suppriment les poubelles dans nos bureaux, ils les remplacent par 3 poubelles où finalement la femme de ménage quand elle passe, elle ouvre les poubelles, elle remélange tout dans une seule et même poubelle qu'elle va le jeter dehors, et on te dit ah non mais on a fait ça et ça permet chaque année d'économiser 3 tonnes de CO2. T'es là, mais de 1, comment vous l'avez calculé? De 2, en fait vous moquez un peu de nous parce que en soi vos 3 poubelles qui remplaçaient les anciennes poubelles qu'on avait, c'est exactement les mêmes, et à la fin des fins la femme de ménage elle regroupe tout, donc en fait il y a même pas de tri, et c'est-à-dire que tu en reviens à un peu une inefficacité de ton entreprise. J'allais dire c'est absurde du coup, enfin, exactement, de l'absurdité. Tu coches des critères qui sont plus ou moins absurdes et juste pour rentrer dans ta case. Et en fait c'est des faux semblants pour moi. Ah, tu trouves? Ouais, pour moi, c'est des faux semblants. C'est-à-dire qu'on te fait semblant que ça va améliorer. Mais par contre, tu vois, ces boîtes-là, est-ce qu'elles vont faire en sorte que leurs salariés puissent être proches de chez eux pour travailler, ou vont augmenter le télétravail pour éviter les déplacements en voiture? Ça, non. Moi, dans mon petit cabinet de 20 personnes, ça me le faisait. Tu vois, on calculait combien est-ce qu'on économisait de kilomètres avec le télétravail. Tu vois, il y avait ce genre de choses. Mais par contre, le chauffage et la clim, c'était collectif. Et du coup, quand il faisait trop chaud, on ouvre les fenêtres en hiver. Et quand il fait trop froid, on les ferme. Enfin... On est d'accord, mais tu vois, il y a pas
petits pas, Oui. mais c'est vrai que quand tu le vois un peu comme ça, t'es là, bon, ok. Mais c'est pour ça que On a- c'est toujours absurde et en plus on en revient à la logique que et c'est là où c'est un petit peu du capitalisme de connivence quelque part, Ouais. c'est que ça va valoriser les très grandes sociétés parce que forcément c'est elles qui ont les moyens de pouvoir Et engager surtout qu'elles je ne sont sais pénalisées si elles le font pas, donc autant cocher les critères, tu vois. non, mais c'est même pas qu'elles sont pénalisées, c'est-à-dire qu'en fait, c'est elles qui ont les moyens de faire des dons sur tel ou tel projet, qui vont estimer comme intéressant d'aller planter des arbres dans tel ou tel endroit, et ils vont estimer que ils peuvent faire un comité d'éthique pour savoir si l'inclusivité est bien respectée dans l'entreprise. Et tout ça, c'est extrêmement favorisant pour augmenter le score ESG. Là, du coup, comment est-ce qu'on sait? Parce que là, du coup, on est d'accord, on met des normes, etc. On t'oblige à investir dans ces fonds-là. Enfin, Alors, du moins dans des entreprises. n'exagère pas, il n'y a pas d'obligation. Non, on te redirige vers ce genre. On t'encourage. On te les Pardon. encourage, donc soit par effectivement, mais vous l'avez tous vu déjà sur des pubs sur YouTube, effectivement, il y a pas mal de fonds qui vont sponsoriser des créateurs. Ouais, mais du coup, on t'encourage et est-ce qu'au moins tu es rentable sur ce genre de choses? Parce qu'autant, bon, si ça peut servir de cause, c'est-à-dire que ça sert l'écologie, le social, etc. Est-ce qu'au moins t'es rentable sur ce genre d'investissement? Tu vois, est-ce qu'ils sont performants, quitte à les mettre en place? Pour moi, non. En tout cas, c'est pas un critère qui te permet d'être performant. Alors c'est toujours pareil, si on va chercher dans le détail du détail, et c'est ce que j'ai voulu faire en préparant l'épisode, tu peux pas vraiment faire une corrélation précise dans le fait que les fonds ESG ISR seront moins rentables que les fonds qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Ah oui, encore ouais. une fois, c'est de la finance, c'est extrêmement volatile, donc c'est compliqué. En fait, il faut toujours comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire que par exemple, un fonds S&P 500 qui n'est pas ESG va être plus performant qu'un fonds S&P 500 ESG. Pourquoi? Parce que dans le S&P 500, il y a Tesla et que dans le fonds S&P 500 ESG, il n'y a pas Tesla et que forcément, comme Tesla a fait une super perf les 10 dernières années, vous vous retrouvez avec le fonds qui n'est pas ESG qui est plus performant que l'autre. Mais si maintenant vous allez sur un autre indice et que grosso modo ces deux indices sont pareils, vous aurez la même perf. Ou alors, si jamais on a d'autres conditions de marché qui fait que vos entreprises ESG performent un petit peu mieux que celles qui ne sont pas ESG, ça pourra s'inverser. Donc, encore une fois, je vais pas être catégorique en te disant que les fonds ISR ou ESG sont toujours tout est moins relatif, intéressants, mais en tout cas, c'est pas quand on vous le vend en vous disant que c'est plus rentable, c'est faux. Ça fonctionne pas mieux. Et par contre, et ça c'est vrai, c'est que souvent vous avez des frais qui vont être plus élevés. C'est là où en fait il y a l'intérêt de la banque et du Bah oui, parce que gestionnaire du de coup, fonds. ils se gavent, ils disent oui. Exactement. sur les- Déjà, c'est un peu, ils jouent sur pas l'émotionnel, mais quasiment, parce que du ah coup, oui, on te complètement. dit, ouais, tu vas sauver Oui. la planète, et en fait, par derrière, ils se gavent sur sur l'argent que t'envoies, du Bah coup. c'est ça, en fait c'est exactement comme tu sais quand tu prends un billet d'avion aujourd'hui, tu peux racheter ta consommation de CO2 sur le billet, tu sais, donc tu vas payer ton billet plus cher pour compenser ce que t'as émis. Ça me termine, en vrai. Oui. Après, mais t'as ça dans plein de trucs et c'est un peu comme, ben, je sais pas, on va te dire ouais, les voitures ça pollue, du coup l'État taxe taxe le carburant, tu vois. En soi, les taxes, ça n'améliore rien pour la planète, mais écoute, tu vois, c'est un peu le même fonctionnement. C'est en mode on te dit, bah regarde, tu fais une bonne action et par contre en échange, il faut qu'on se paye un peu plus parce que tu comprends le travail est plus compliqué. Est-ce que ces entreprises-là, elles font des comptes rendus après des actions mises en place et surtout tu sais, de ce qui, enfin, du coup, des investissements qu'elles ont fait, parce que je suppose que ça doit être du panneau solaire, des trucs comme ça. Est-ce qu'elles donnent des vrais indicateurs qui te permettent de voir si ça a été performant ou pas? Pas trop pour l'instant. Peut-être que c'est Alors, pas développé encore, je sais pas, mais. si elles le font, mais c'est toujours pareil, c'est au regard des critères qui sont flous. C'est-à-dire que Ouais, si ouais. des comptes rendus, il y en a, et justement, ils mettent en avant le fait qu'ils font quand même des comptes rendus, que ils ont fait telle ou telle action. Mais le problème, c'est qu'on en revient à la fin des fins, c'est qu'on est dans le capitalisme, c'est l'optimisation du capital. Donc en fait, leurs critères, ça n'optimise pas mieux la rentabilité de la boîte. Et est-ce que ça change vraiment quelque chose au problème de l'écologie et du développement durable? Bah, en réalité, pas tant que ça. Sinon, on n'aurait pas tous les scientifiques qui nous disent qu'en fait la situation s'aggrave et qu'on n'atteindra jamais l'objectif de rester en dessous des 1,5 degrés. Tu vois, à un moment donné, il faut remettre quand même ce qui est là-dedans. Et moi, sincèrement, je ne pense pas que c'est en donnant le plus d'argent possible aux entreprises qui sont classées ESG que ça changera quelque chose là-dessus. Ok, ouais. Et moi, elle est là pour moi l'arnaque. C'est-à-dire qu'encore une fois, pour moi, c'est pas contre la personne qui va investir dedans, tu vois, parce que elle, je pense qu'elle pense faire une bonne action et en réalité, c'est juste, elle se préoccupe d'un sujet, elle se dit un peu, ben moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Ben écoute, je vais essayer d'investir dans un fonds ESG, c'est déjà mieux que rien. C'est clair. Ça, je suis d'accord.
Le problème, c'est que derrière tout ce système-là, c'est un colosse avec des pieds d'argile, et les pieds d'argile, en fait, c'est les frais qui prennent sur votre dos, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'améliorera pas la situation, et c'est pour ça que pour moi, on en revient au fait que si tu veux investir de manière juste, il faut pas te laisser simplement avoir par ces histoires de développement durable et de fonds ESG. Pour moi, c'est vraiment le cœur de ce que je veux transmettre dans cet épisode, c'est que tout ça, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, tu as des petits exemples un peu récents, c'est que par exemple, Orpea était une entreprise ESG avant qu'on se rende compte que les petits vieux, ils vivaient super mal dans leurs EHPAD, ou Wirecard était une entreprise ESG. Tu te souviens de Wirecard? C'est le géant allemand. On en avait parlé une fois dans le podcast qui a fait une faillite. On retrouvait pas le nom, mais oui. Parce que, ça veut dire que eux, ils étaient ESG, donc ils étaient bien dans l'inclusivité, mais par contre, ils étaient pas capables de tenir une comptabilité parce que visiblement, il manquait 2 milliards dans la caisse. Il y avait des tournements, Tu vois, encore une fois, c'est pour te montrer à quel point c'est incohérent. C'est vrai. Après, c'est toujours pareil, c'est que, par exemple, si votre fonds ESG, il vous dit qu'il exclut les armes et les munitions, donc les entreprises qui vont produire de l'armement, d'accord, mais en fait, dans vos impôts, les pays mettent entre 3 et 5% de leur PIB dans la défense. Donc à un moment donné, tu dis bon, je veux pas détenir détenir des entreprises qui fabriquent des armes, mais de toute façon, je paie mes impôts et le pays dans lequel je vis va en acheter, tu vois. De toute façon, qui achète qui met ses sous dans ce genre de fonds? Du coup, je suis pas sûre que ce soit les gros épargnants, tu vois. C'est plutôt destiné aux petits. Mais c'est les petits. Ça me rappelle un peu, on avait fait un épisode sur la banque vous pique votre fric. Je vous invite à l'écouter parce que du coup, j'ai l'impression que c'est exactement la même logique. C'est qu'au plus... c'est juste pas la même vision et on n'est pas dans le même cas de figure. C'est Alors non, du coup... C'est une autre facette du problème, mais effectivement, ça s'y rapproche. Ouais, mais du coup, tu rediriges... En fait, tu fais ton beurre sur les petits et pas sur les gros, parce que les gros, au final... ils mettent des sous dedans ou pas, juste pour cocher les cases, tu vois? Ben, en réalité, non, les gros ne mettent pas d'argent parce qu'en plus, on en revient à un autre problème, c'est que, ok, t'exclus, imaginons, tu refais des critères ESG, t'exclus toutes les entreprises pétrolières. À un moment donné, le pétrole, on en consomme des millions de barils tous les jours. Sûr, Si on arrête du jour au lendemain à extraire du pétrole et à financer les entreprises qui extraient du pétrole, je pense qu'on va avoir un sacré problème et que finalement toutes les entreprises ESG pourront plus fonctionner parce qu'elles auront plus de pétrole. Ah oui, ok. Ça, c'est paradoxal, du coup, oui. Et là, on en revient au capitalisme. T'en viens à un autre problème, c'est que si tu te dis, ok, je donne moins de financement aux entreprises qui ont du pétrole. Tu leur dis, ok, je leur donne moins d'argent. Donc, si elles ont moins d'argent, en fait, elles ont toujours les mêmes besoins. Donc, ça veut dire qu'elles vont être prêtes à acheter l'argent plus cher. Donc, à prendre un taux d'intérêt plus élevé. Donc, en réalité, tu fais un appel d'air sur ces entreprises-là pour que les gros disent, bon, mais finalement, est-ce que je vais prêter, je sais pas moi, des obligations à 5% à Tesla ou je vais les prêter à 10% à ExxonMobil, tu vois? Je vais prêter à 10% à ExxonMobil. Bah oui. Et encore, j'ai pris Tesla parce que je voulais prendre je cherchais un peu un nom d'entreprise qui était dans la transition écologique, mais la réalité c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des grosses boîtes qui investissent et font grand chose dedans. Donc en plus, d'un point de vue strictement financier, c'est pas le système capitalisme, il est fait pour donner une prime à l'efficacité et à la création de valeur, pas à la moralité. Si tu veux un système où l'argent va avec des logiques de moralité, c'est pas dans le capitalisme qu'il faut le faire et c'est pas avec des critères ESG ou SR que tu vas régler ce problème. Ok, ouais. Autre problématique, c'est également la question de se dire, très bien, tu décides de faire un prêt, par exemple à Total. Tu vois, tu dis, ok, Total, il veut créer une ferme de panneaux solaires. Tu dis, ok, moi en tant que banque, je refuse de financer, par exemple, la création de nouveaux puits de pétrole par Total. Par contre, je leur donne 1 million pour faire des panneaux solaires. Pas de souci. Total, ils prennent 1 million, ils font des panneaux solaires et avec leur fonds propres, ils la création de nouveaux, tu vois. Ça me paraît évident, du coup. Ou alors, tu leur ouvres une ligne de cash. Et si tu leur ouvres une ligne de cash, encore une fois, à partir du moment où tu as prêté de l'argent à Total, derrière, une fois que c'est sur le compte de Total, ils en font ce qu'ils veulent. Exactement. En plus, et ça a été vraiment moi ce qui a fini par me raidir sur ce sujet-là quand j'étais banquier, c'est que forcément, comme c'est intéressant d'un point de vue des frais, et ça on le disait tout à l'heure pour les banques, on est encouragé en tant que banquier de les proposer à nos clients. Donc maintenant, dans le questionnaire MIF... Est-ce que dans tes critères commerciaux, parce que en tant que banquier, vous êtes... commissionné quand même sur ce que vous vendez et les types de produits que vous vendez, du coup, est-ce que la proportion de vente, d'épargne durable, du coup, vous êtes commissionné dessus? Parce que oui, non, pas pour l'instant. Non, parce que ça serait trop compliqué.
Ok. C'est théoriquement possible, mais en vrai, par rapport à la manière dont fonctionnent les objectifs des banquiers, non, ils sont pas allés jusque là. Et honnêtement, quand tu regardes dans le détail du détail, c'est compliqué parce que, en vrai, quand on place des fonds, on peut pas toujours mettre des fonds ESG, ISR. En plus, t'aurais comment tu le contrôles? Est-ce que le client le garde combien de temps pour en plus mettre une prime à ton commercial dessus? Et la banque, elle gagne beaucoup, mais elle gagne pas non plus. C'est pas non plus son produit le plus rentable. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est pas comme ça aujourd'hui. Ok. Néanmoins, nous, quand on remplissait notre petit questionnaire MIF2 de vérifier est-ce que le client il peut investir dans des actions, etc., on avait une question sur l'épargne durable. Bon, Est-ce moi, que faut ça savoir, l'intéresse, oui, non moi, je peux me vanter d'être le seul banquier d'avoir eu 100% de non à cette question, parce que je répondais toujours non. Ah bah oui, c'est vrai. Ah ouais, j'allais pas embêter le client avec ça. Enfin, franchement, le mec. Ah oui, tu le proposais même pas du coup. Non, je lui proposais même pas parce qu'à un moment donné, moi déjà, il faut avoir un minimum d'éthique personnelle. Si j'y crois pas, je vais pas le proposer, tu vois. Et en plus, on était censé leur montrer une petite vidéo parce Oui, que ça du me coup, rappelle, il y avait une vidéo pour illustrer ce propos-là. Et la vidéo, en fait, le premier truc qu'on vous montrait, c'était de la vapeur d'eau au-dessus d'une turbine de refroidissement d'un réacteur Ça, nucléaire, ouais. pardon. J'ai un peu de mal à parler. Donc en fait, on était en train de vous montrer de la vapeur d'eau. Alors certes, la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre, mais avec une durée de vie extrêmement courte. Donc en réalité, ça ne contribue pas à réchauffer l'atmosphère. Et en plus, on te montrait une turbine de refroidissement d'un réacteur nucléaire, donc l'énergie aujourd'hui la plus décarbonée. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pareil, c'est un autre problème des fonds ESG Ça, ISR, c'est qu'ils ont... l'équipe commerciale marketing qui a pas été Mais bonne. parce Non qu'ils sont nuls et qu'ils y connaissent rien. Ouais. Et le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont exclu le nucléaire des critères ESG ou ISR, tu vois. Ah bah oui, du coup. Et le problème, c'est que là, encore une fois, on en revient à la réalité de la moralité qu'ils essayent de caler là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent que le nucléaire, c'est mal. Ok, tu peux penser que le nucléaire, c'est mal. Mais est-ce que tes critères ESG, ISR, c'est pas d'abord quelque chose pour sauver la planète? Donc, si tu veux sauver la planète, en réalité, le plus gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le taux de CO2. Donc, si tu veux maximiser la baisse du taux de CO2, tu dois privilégier des énergies qui en consomment très peu. Le nucléaire, aujourd'hui, c'est l'énergie la plus décarbonée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. En fait, à la fin des fins, en plus, on te prend un petit peu pour un neuneu, tu vois, parce que et c'est ça le problème du greenwashing, c'est-à-dire que t'es pas uniquement, en vrai, si le greenwashing c'était uniquement l'optimisation de la baisse du taux de CO2, l'idée est pas bête. Encore une non, fois, au contraire, oui. c'est une bonne intention. Mais quand derrière, tu y mets tout un tas de trucs qui ont rien à voir, voire que tu Mais- ne considères pas Tesla comme ESG, que tu considères que des entreprises qui vont être dans l'énergie nucléaire ne sont pas ESG, en réalité, tu décrédibilises complètement le Et truc. c'est ce que tu disais, c'est que la moralité peut pas se mélanger avec le capitalisme pour changer de système parce que ça, du coup, ça bloque au bout d'un moment. Tu peux pas te goinfrer sur des actions comme ça. Complètement. Sachant qu'il y a un autre gros problème, et ça souvent il est pas bien expliqué, pas bien compris, c'est que souvent ces fonds-là, c'est des fonds actions. C'est un peu logique, les actions, on l'a dit plein de fois sur ce podcast, c'est Ah oui, une des classes d'actifs les plus rentables. Mais quand tu achètes une action concrètement, ouais. ça a changé quoi l'entreprise? Mais c'est ça. Et pourquoi t'achètes pas du coup une obligation plutôt? Justement, ça on va en reparler après. Et ça justement, t'en parles pas. Alors, tu peux pas dire que le marché obligataire et le marché des actions est Oui, complètement décorrélé, non, parce c'est sûr. qu'effectivement, une entreprise qui a une grosse capitalisation, donc que ses actions valent cher, aura plus facile à se faire financer sous forme obligataire. On est d'accord. Mais disons que à l'instant T, tu achètes des actions d'une entreprise ESG, en fait, les actions ont juste changé de main. Ça t'a pas apporté grand-chose et ça n'a rien changé à la planète, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, pourquoi est-ce que les banques et les États ils vendent ces produits-là? Au final, bon, les banques on a compris, c'est parce qu'elles mangent correctement, mais les États, au bout d'un moment, En fait, c'est quoi? C'est pour se faire bien voir, c'est pour parce que verdir la finance, ça veut rien dire, tu vois. Si, moi, je pense qu'il y a un peu je pense qu'encore une fois, ceux qui ont lancé l'idée au début, ils avaient des bonnes intentions derrière, et après, t'as tous les autres, t'as tous les lobbies. Tu vois, on va pas se mentir, hein, l'Union européenne, c'est avant tout une Europe des lobbies qui viennent apporter un peu. Tu vois, si à un moment donné, ils étaient vraiment pour la santé des gens et pour l'écologie, ils auraient interdit la vente de cigarettes dans l'Union européenne, tu vois. Tu vois, il y a un moment donné, il y a des vraies mesures qu'ils auraient pu prendre qu'ils n'ont pas pris, et là-dessus, je pense que à la fin des fins, c'est parce que tu as énormément de lobbying qui pousse, notamment c'est les grandes maisons de fonds d'investissement qui créent ces produits avec ces critères-là. Donc ça redirige un peu leurs intérêts.
Mais maintenant qu'on a bien Qu'est-ce bâché le qu'on truc fait? et que vous avez bien compris le scam, je pense c'était important de pas vous laisser comme ça et que si justement vous êtes peut-être un investisseur aguerri ou débutant et que vous posez un peu la question comment je peux rendre mon épargne un petit peu éthique, Mmh. on va vous donner quelques pistes. Alors toujours pareil, il n'y a pas de solution miracle parce que c'est pas c'est pas même avec 100 000 euros de côté que vous allez changer quoi que ce soit aux problématiques du réchauffement climatique. Mais je pense que c'est important que vous gardiez ça en tête. Parce que déjà, il y aurait pas peut-être soutenir des entreprises qui ont des projets innovants, tu vois, plutôt que de mettre ses sous dans des fonds. Il y en a qui font souvent des appels, comment on appelle ça, des levées de fonds. Si, tout à fait. Et ça demande de s'intéresser réellement au projet, etc. Mais ça a peut-être un peu plus de sens que juste donner ses sous à la banque votre ou à banque un qui fonds va d'investissement qui va en faire ce qu'il veut en fait derrière. Donc Tout à fait. Alors pour ça, vous avez déjà une première solution. C'est un peu on en revient au crowdfunding. Tu vois, le crowdfunding, ouais, c'est pas mal en vrai. à la base, c'est le petit épargnant qui va financer des projets. À un moment donné, vous pouvez décider de mettre votre argent dans des boîtes qui veulent faire des innovations, qui veulent amener, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a la problématique du réchauffement climatique, quand tu la regardes vraiment de manière assez neutre et que tu sors un peu l'émotionnel et le sensationnel de on va tous mourir, en réalité, c'est avant tout un problème de technologie. C'est qu'aujourd'hui, on a de l'énergie qui consomme trop de CO2, on a des modes de vie qui consomment trop de CO2. Se dire qu'on va réduire nos modes de vie, c'est un petit peu revenir au problème de Malthus, tu vois. Malthus, c'est un économiste du début du XXe siècle qui avait estimé que par rapport à ce que produisait aujourd'hui l'agriculture dans l'ensemble du monde et l'augmentation de population qui était en cours, dans moins d'un siècle, en fait, il y aurait des famines à répétition parce que on n'arriverait pas à nourrir tout le monde. Puis on a inventé les phosphates et aujourd'hui vous avez des phosphates partout dans l'agriculture et les phosphates ont augmenté les rendements, je pense, par 10 quasiment. Et résultat, on est quasiment 8 ou 9 fois plus nombreux que ce qu'on était au début du XXe siècle. Et du coup, quand on dit que c'est un problème malthuséen, c'est souvent de se dire qu'en fait, on va tous mourir, sauf qu'à la fin des fins, la technologie te sauve plus ou c'est la moins. technologie qui te sauve. Et moi, personnellement, après, vous pouviez y croire ou pas, mais pour moi, je pense que c'est ce qui réglera le souci, c'est la technologie. Donc de l'énergie décarbonée, mais pour moi, le panneau solaire, l'éolienne, c'est un outil de transition et c'est pas quelque chose de suffisamment, en fait, c'est temporaire et c'est pas quelque chose de suffisamment efficace. Si on en revient à l'efficacité, qui permettra de rendre la chose possible. Je pense également qu'aujourd'hui, quand on regarde nos plastiques, on regarde nos voitures, on regarde la construction dans le bâtiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites de manière plus verte quelque part et plus innovante, mais il faut mettre de l'argent là-dedans, il faut aller chercher des technos, voire même, je pense que ce serait possible de construire des maisons plus écologiques, moins chères. Ouais. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas les fonds dedans, il n'y a pas de l'investissement dans les brevets et dans les industries, les usines qui permettent que souvent quand vous avez une techno, c'est toujours le même problème. Vous avez votre produit qui est mieux que l'ancien, mais souvent quand vous le sortez pour la première fois, il coûte beaucoup plus cher parce qu'en fait, vous l'avez construit à une unité, alors que l'ancien, vous le fabriquez à des centaines de millions d'exemplaires. Et plus vous allez fabriquer le nouveau produit, plus vous allez faire baisser ses coûts de production et à la fin des fins, il sera mieux et il coûtera moins cher que l'ancien. Mais ça demande d'investir beaucoup dessus, quoi. Exactement. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est le principal problème. Donc, on en revient à la première solution, le crowdfunding. Vous avez des plateformes comme l'Endopolis, comme Enerfip. Ça, je connais pas trop. Ça, pour le coup, Enerfip, on en avait commercialisé un tout petit peu quand j'étais banquier. C'est vraiment une plateforme. Alors, c'est pas à destination Enerfip, c'est un peu plus gros. Je crois qu'ils ont une partie pour le petit porteur, mais nous, on était passé par entre guillemets la division courtage d'Enerfip et on avait permis à des clients d'investir dans des panneaux solaires, dans des grandes fermes de panneaux solaires, pas dans des pays du Nord où il y a du soleil un quart de l'année, mais dans des pays chauds où proche de l'équateur, vous avez finalement des taux d'ensoleillement qui sont extrêmement élevés, voire dans des pays où il y a encore des possibilités de construire des barrages pour faire de l'énergie hydroélectrique, pardon, pas hydraulique. Bref, vous avez ce type de plateformes qui sont possibles. Vous pouvez aussi acheter des obligations vertes directement. Et encore une fois, pour moi, l'obligation verte, faut regarder bien ce que c'est. C'est pas parce que, je sais pas moi, Total vous dit obligation verte que il faut que vous y croyez bêtement. Pour moi, c'est avant tout des boîtes qui ont des vrais projets. Moi, je pense plutôt qu'il faut aller chercher dans la techno plutôt que forcément dans des infrastructures. Et là-dessus, vous verrez où va votre épargne. Vous pourrez le vérifier vous-même. Et plutôt qu'on vous parle de taux de CO2 de vos investissements, là surtout, vous pourrez vous dire que vos investissements serviront à quelque chose. Il y a de manière un peu plus difficile parce que ça demande plus de fonds, mais c'est du private equity. Ouais, parce que moi j'avais une cliente qui faisait ça du coup, mais par contre c'est vrai qu'il faut un minimum d'apport qui est important, mais au final ça fonctionne plutôt bien aussi le private equity.
Ça fonctionne bien. Après, c'est toujours compliqué pour le très petit porteur. C'est compliqué de faire du Ouais. private equity parce qu'il faut diversifier son risque. En fait, on en revient aussi à la fin des fins à la logique, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez faire de la finance pour gagner de l'argent ou pour entre guillemets faire de la philanthropie, tu vois. C'est pour faire de la philanthropie, faites des donations, donnez à des assos, Ouais, donner, ouais. donnez votre argent. Si vous voulez gagner de l'argent, à la fin des fins, faut quand même garder la logique de se dire faut bien placer. Si vous allez sur telle ou telle classe d'actifs, faut faire attention à ce que vous faites. Moi, je sais que par exemple, quand j'investis en bourse, moi, c'est logique de investir dans la transition écologique. C'est absolument pas ma problématique. Moi, c'est gagner de l'argent. Pourquoi ? Parce que pour moi, investir en bourse, c'est avant tout une logique spéculative et capitaliste. Et si à un moment donné, peut-être plus tard, quand on aura plus de moyens, j'ai envie de faire du crowdfunding sur ce type d'entreprise ou du private equity, je le ferai d'une autre manière. Et je garderai quand même la logique que bon, voilà, ça reste de l'investissement. Je suis bien sympa, mais bon, si à la fin des fins, c'est juste des donations, on en donne déjà beaucoup par nos impôts et finalement c'est pas bien utilisé non plus. Tu Ouais, vois. bah oui, ouais. Après, il y a misé sur des stratégies long terme avec des actifs solides. Et là, je me disais, tout ce qui est crypto, en soi, une crypto, derrière, il y a normalement une technologie. Tu peux aussi... on avait parlé... je sais pas si c'est pertinent ce que je vais dire. Tu sais, des 3 stratégies, là, stacking, lending et... Oui. Ça peut être sur les cryptos qui soutiennent un projet écologique ou éthique, ça peut... Ouais. Alors tu vois, pour moi ça sera un peu le même truc, c'est que là-dessus, attention au marketing green, tu vois. Ah oui, ouais. Ouais, je me C'est retombe à chaque fois. faut voir un peu ce qu'il y a derrière. Pourquoi pas, effectivement, Ouais, peut mais y bon, avoir c'est un des... peu de la spéculation aussi, tu vois, sur ce genre de trucs. Non, on est d'accord, mais à un moment donné, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, si c'est juste de la spéculation, en crypto, pareil, je me pose pas vraiment la question de est-ce que le projet est strictement écologique. Mais c'est vrai que par contre, si vous voulez soutenir une boîte qui fonctionne via la blockchain et qui a un token décentralisé, pourquoi pas essayer? Il y a aussi une manière qui peut être très intéressante si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire, c'est l'immobilier locatif. Et rénover des biens, Ouais, rénover augmenter la des biens. pertinence énergétique de vos logements. Ça, c'est quelque chose, là, pour le coup, vous avez un impact qui est immédiat, C'est qui est clair. local sur Il est l'émission. effectif, ouais. Voilà, Je et vois de sur suite, ouais. l'émission de CO2. Le DPE aide un petit peu, même si on reparlera dans un autre épisode bientôt du DPE et des mauvais travers qu'il y a dans cette manière d'estimer la consommation d'énergie d'un logement. Mais voilà, ça pour le coup, investir dans l'immobilier, rénover des biens, là vous faites vraiment un pas assez important pour l'écologie et pour la baisse de la consommation d'énergie tout simplement de vos locataires ou même de votre logement. Est-ce qu'il y a des ETF qui sont... Non, moi honnêtement sur la partie bourse, moi tout ce qui est ETF, Ouais, tu recommandes ESG, pas, ISR, moi je laisserais totalement tomber. Si vous investissez dans des ETF, c'est très bien, mais c'est vraiment dans une logique spéculative classique. Moi je me méfierais aussi des banques un peu type Gringot, type qu'est-ce que vous avez encore comme autre banque, Helios également. Oui, ouais. Moi, je m'en méfie un petit peu parce que déjà, c'est pas vraiment des banques, c'est des prestataires de paiement. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore les accréditations pour être des vraies banques. Du coup, en réalité, pour l'instant, une banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collecte de l'argent, elle te permet d'avoir des moyens de paiement et surtout, elle ferait des prêts aux particuliers, aux entreprises. Helios et Gringot, aujourd'hui, ils ont le problème, c'est qu'en fait, ils font pas de prêts. Donc, en fait, ils font que collecter de l'argent. Ils vous permettent de payer un peu à la Lydia Ouais. via des solutions de paiement, mais par contre ils peuvent pas faire de prêts. Du coup, tout l'argent qu'ils récupèrent, ils sont obligés de le mettre dans des banques déjà existantes, dont par exemple Gringot, ils mettent leur argent au Crédit Mutuel Arkea, et Helios, c'est dans une banque allemande. Donc encore une fois, C'est on juste un retourne. intermédiaire. Voilà, c'est un intermédiaire. On retourne dans le système bancaire classique, même si effectivement on va te dire que quand tu mets 1 euro chez Gringot, ton euro ne va peut-être pas financer des entreprises polluantes. À la fin des fins, ça fait la liquidité de Crédit Agricole Arkea, j'ai totalement bugué, de Crédit Mutuel Arkea, pardon. Ouais. Et entre guillemets, l'argent qui vient de Gringot, ça permet justement au Crédit Mutuel Arkea d'avoir un fonds de disponibilité pour financer des entreprises entre guillemets vertes, et de l'autre côté, le reste de l'argent qu'ils ont, ils pourront le mettre dans les entreprises pétrolières. Donc Ouais, puis je suppose qu'ils ça s'arrangent change pas grand-chose. Ce que je veux vous montrer par là, c'est que ça change pas grand-chose à l'équation monétaire à la fin des fins, quoi. Ouais, puis vraiment ils s'arrangent, je pense, un peu entre eux, tu vois, c'est Oui, des partenaires complètement. en Mais soi. encore pareil, c'est tant que t'es dans un monde capitalistique où t'as Ouais, l'argent qui circule, c'est vrai, ouais. tu le changes demain, entre guillemets, si toi, tu penses faire une bonne action en le donnant à une entreprise qui te dit ouais, pas de souci, je vais faire du vert, et que cette entreprise-là, finalement, elle prête son argent à une autre boîte qui fait pas du, tu vois, c'est toujours pareil, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de banques qui te disent, et ça, quand la BNP, Crédit Agricole, qui sont parmi des plus grandes banques mondiales, qui te disent oui, mais nous, on n'investit plus dans les énergies, on n'a plus financé d'extraction de charbon, de pétrole depuis X années. Ouais, sauf qu'en fait, vous faites la liquidité du marché.
Et en fait, tant que ce marché-là a de la liquidité, il s'arrêtera pas. Oui, il revoit. Donc en réalité, je dis pas que c'est mal, je dis juste que Faut comprendre comment ça fonctionne. ils mentent sur la finalité, tu vois. Ou en tout cas, ils prennent les gens pour des idiots. Ok, ouais. Et si par exemple, il y en a qui s'intéressent d'investir, comment est-ce qu'il y a des moyens de vraiment se renseigner sur les projets sans que ce soit trop, tu sais, marqué tes verts ou tu vois, comment est-ce qu'on peut se rendre compte que ça vaut le coup ou pas, tu vois, ça sa juste appréciation, tu penses? Ouais, ça honnêtement, c'est la partie un Parce peu que c'est compliquée. dur, je pense, en vrai, de C'est-à- savoir. Bah, il faut On- se renseigner, il faut Ouais. se souvenir que c'est toujours pareil, hein, si on vient de proposer quelque chose, c'est souvent qu'en face, il y a une bonne raison de te le proposer, tu vois. Donc, d'être plutôt défensif et assez Pragmatique, méfiant ouais. sur ce type de proposition. Et encore une fois, c'est quand privilégier le circuit court. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Je recommence ma phrase, privilégier le circuit court Ouais. de l'investissement, c'est-à-dire plutôt que Bah, vous moins qu'il y a investissiez dans une moins il y a banque. d'intermédiaires, moins il y a d'argent qui se perd de toute manière, Exactement, hein, donc évitez d'investir dans une banque qui va vous proposer d'investir dans un fonds, d'un gestionnaire qui va lui-même réinvestir dans un ETF qui va à la fin détenir une action d'une entreprise, donc à la fin vous savez pas vraiment où va l'argent. Ben voilà, faites des obligations vertes directement à des projets ou des petites entreprises, pas forcément cotées. Là pour le coup ça aura vraiment un impact, mais encore une fois, souvenez-vous toujours ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez simplement investir pour gagner de l'argent ou est-ce que vous voulez avoir un impact via votre épargne? Pour moi c'est deux choses qui sont pas forcément qu'on peut pas toujours ranger dans le même panier malheureusement. OK. Bon, on a fait un bon tour, non, du sujet? Ouais. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, je pense qu'en vrai c'est pas mal. Tu vois, peut-être encore un dernier exemple parce que c'est vrai que je l'avais noté, j'en ai pas parlé, mais t'as Amazon, tu vois, qui est considéré comme une Ça me paraît entreprise fou. ESG, Parce que engagement écologique, oui, mais alors que il y en a plein qui sont comme ça. Il y a McDo, il y a Coca-Cola. En fait, ils sont polluants. oui, et puis en Enfin, plus leur empreinte carbone elle explose d'année en et année, tu vois. clairement. Et alors que Tesla y est pas. Enfin, vraiment, c'est Ouais. fascinant. Pareil, t'as les compagnies aériennes qui sont ESG grâce au biocarburant, alors qu'en fait il y a 99% de leurs vols qui se font au kérosène classique, et que le biocarburant c'est vraiment, enfin c'est quasiment rien dans leur consommation annuelle. Et en plus ils te disent non mais on va compenser notre empreinte carbone en plantant des arbres. Ok, c'est bien de planter des arbres, mais le problème c'est que ça met des décennies Bah, à oui, absorber le carbone. absorber, Donc en ouais. réalité t'as un effet différé sur ce qu'ils font. Et en plus c'est toujours pareil, c'est que quand ils vous vendent un billet d'avion, que vous l'achetez et qu'en plus vous payez la surtaxe pour compenser le carbone que va dépenser votre vol, bah en fait, je veux dire, c'est pas aussi simplement ça comme ça que ça marche. Et en plus, je trouve que c'est souvent mettre entièrement la faute sur le petit particulier, alors qu'en réalité, ben, on en revient que tu sais, nous, on essaie de vivre, voilà, on travaille, on consomme. À un moment donné, ouais, certes, tu peux faire des efforts sur ton niveau de vie, mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas avant tout des nouvelles technologies, ben, toi, tu peux rien y faire et c'est pas toi qui vas les inventer tout seul dans ta cave, quoi. Non, et puis comme tu disais, tout ça c'est un peu incompatible avec le capitalisme. Je pense que si tu veux faire des gestes écologiques, il y a pas mal de choses déjà dans ta consommation que tu peux réajuster, tu sais, comme mode de choix, tu vois, Complètement. plus marché, Bah, complètement. acheter directement aux producteurs Ouais, locaux. Enfin, il y a plein de trucs en fait à faire avant de complètement. pouvoir vraiment mettre de la thune et penser que Ouais. ça. Ou juste cette logique, tu vois, si à un moment donné, ton compte bancaire il est chez Gringot parce que tu penses que c'est beaucoup mieux pour la planète, mais que tu commandes sur Amazon tous les 2-3 fois par jour, Oui, bah en réalité, à un moment donné, il faut être un peu logique, quoi. enfin. Bon, on espère que ce sujet vous a plu. En vrai, on pourrait en parler des heures. En vrai, il y a tellement de trucs à dire et puis ça dérive Ouais. sur tellement d'autres sujets Bah, c'est ça, que. il y a beaucoup de trucs connexes et en réalité, c'est un peu un millefeuille, tu vois, il y a beaucoup de choses. On Ouais, espère qu'on a été clair. clair. Surtout, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous, hein, parce que ouais, Ouais, on aime bien ça. ouais. Et je pense que tout ce qui est environnement, ça concerne tout le monde. Et je pense qu'on est une génération surtout qui est très tournée vers ça. Donc Complètement. hâte d'avoir les avis. Complètement. Et puis, je trouve que ça serait même, ça peut-être un jour, on aura un épisode sur ce sujet-là. Ça sort complètement. Vas-y, On parle je sur le sors la podcast. note et je le rajoute. Vas-y. De parler un peu de cette histoire d'émissions de CO2, de transition écologique, énergétique, etc. Parce que tu vois, je trouve que dans notre génération, il y a Le problème, beaucoup c'est de. qu'on va se faire traiter de climato-sceptique ou de ce genre de choses. Bah non, Tu pas vois, j'ai forcément. l'impression que c'est un sujet un peu touchy, tu vois. Bah ouais, mais parce que justement, t'as beaucoup d'émotions dedans. En mode notre génération, elle pense qu'elle va mourir d'ici 50 ans, tu vois. Ouais, ceux qui vont Alors que sortir, pas moi, d'enfants sur. moi, je suis
plutôt de ceux qui aiment être optimistes et de me dire qu'à un moment donné, technologiquement, il y aura des choses qui vont Il y être aura faites, des quoi. progrès, ouais. Tu vois, parce qu'un truc tout bête qu'on n'entend jamais parler, mais en réalité, tu as des technologies aujourd'hui qui permettent de faire sortir du carbone de l'atmosphère. Le seul problème, on en revient toujours, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas rentable de le faire. Mais théoriquement, on peut le faire, tu vois. En mode, tu prends un giga-réacteur nucléaire, tu le branches à ces solutions-là qui vont te permettre justement alors, je vais pas faire un cours d'ingénierie parce que c'est pas du tout mon domaine, mais il y a des bonnes chaînes YouTube qui en parlent, qu'on pourrait trouver, où tu as vraiment des solutions aujourd'hui pour faire baisser le taux de CO2 après à long terme, hein, c'est pas en un an que tu vas le faire baisser de X%, tu vois, mais sur des dizaines et des dizaines d'années, ça peut fonctionner. Juste encore une fois, aujourd'hui, il faut les sous pour mettre le réacteur nucléaire à côté qui permet de le faire fonctionner, quoi. Enfin, je dis réacteur nucléaire ou autre énergie qui permet de fonctionner et en tout cas qui n'émet pas de CO2, quoi. C'est surtout ça le problème aujourd'hui. C'est clair. Et puis, il y a aussi, enfin, nous, en Europe, je sais qu'on est très écologique, mais déjà, tu vois plein d'autres pays où ça l'est pas, tu vois, où, Ouais, en fait, il y a de ça aussi à prendre un peu en compte. en compte pour prendre du recul sur tout ça. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous fait toujours plaisir. À vous abonner, là aussi, ça nous fait super plaisir. Et n'hésitez pas à venir nous voir en DM pour parler de tout ça. Parfait. On se dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.